Donc bienvenue, soyez les bienvenus à ce Forum de la Nation, qui est une journée nationaliste que nous organisons depuis 25 ans. 25 ans, c'est pas rien. Il y a certains que je vois ici qui ont été des premières éditions et nous avions un peu moins de cheveux blancs, un peu moins d'embonpoint, peut-être. Nous étions beaux à cette époque, nous étions jeunes et beaux. Nous continuons à être beaux en étant un peu moins jeunes, mais bon, ça c'est le nationalisme conserve, vous savez. Je vous conseille d'ailleurs, pour ceux qui ne se sont pas mis au nationalisme, d'embrasser le nationalisme, parce que vous verrez, non seulement ça conserve, mais ça permet de rajeunir. C'est très efficace. Il y a une mode aujourd'hui, avec cette société dévirilisée, c'est on propose aux hommes de se mettre des crèmes sur le visage. Ne sombrez pas dans cette dérive et embrassez plutôt le nationalisme, c'est beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace, d'autant plus efficace que, vous savez, on pratique une des devises du nationalisme qui est une des paroles de l'hymne nationaliste qui est le nôtre, nous voulons rester français, vers l'avenir, fidèle au passé. On est d'autant plus jeune, comme la jeune nation qu'est la France, 2000 ans d'histoire, si on se souvient du passé. Ce sont les racines de l'arbre, et cela vaut de manière collective pour la nation, notre civilisation, que l'on a à défendre, mais ça tient aussi au niveau de la personne, des individus. C'est en étant profondément enraciné dans ce qui est le socle, nos familles, les traditions, nos noms, et que eh bien, nous pouvons affronter l'avenir avec plus d'efficacité. Donc, 25 ans, ceux qui sont perspicaces auront noté que ça fait 25 ans que nous tenons le Forum de la Nation à Lyon, mais que nous en sommes à la 21e édition. 25 ans, 21e édition, il y a des années plus difficiles où nous n'avons pas pu tenir le Forum de la Nation, et il y a même une année où nous avons tenu 2 Forums de la Nation, c'était au moment des dissolutions de l'œuvre française, où pour montrer à ce pouvoir qui prétendait nous faire disparaître que eux étaient un instant et que nous incarnions la légitimité nationale et que nous étions donc l'éternité. Et il faut marquer les dates, et en réponse à ces dissolutions, nous avions fait une campagne, souvenez-vous, je me souviens, dissolution non, NON, avec le haut, à la place du haut, une belle croix celtique, qui est l'épée des nationalistes, la croix celtique. Nous avons ces deux très beaux symboles, en plus de l'abeille qui est un symbole historique, mais dans le combat nationaliste, nous avons la fleur de France, la fleur de lys, qui symbolise toute l'histoire nationale, et nous avons la croix celtique, qui est l'épée qui nous permet de mener le combat pour rétablir la France avec cet univers nationaliste qui est le nôtre. Donc, au moment des dissolutions, nous avions tenu 2 Forums de la Nation dans la même année. C'est parce que c'est toujours très compliqué d'organiser une journée comme celle-là. Pour ceux qui sont là depuis la première édition, ils le savent, la difficulté déjà c'est de trouver une salle. Parce que chaque fois que non pas en trompant le propriétaire de la salle, mais en adaptant le discours, on arrive à avoir une salle, c'est difficile l'année suivante, quand ils voient quelles sont les caractéristiques de la réunion, et bien c'est difficile de relouer la même salle. Nous avons même eu des destructions de salles, puisque les premières éditions se tenaient sur le Rhône, dans une péniche qui s'appelait le Bateau Blanc, une péniche. Et au bout de la 2e édition, la péniche avait été attaquée, les vitres démolies à coups de pavé, parce que nous avions eu une manifestation
de tout ce que Lyon compte. Il y en a d'associations dites résistentialistes, antiracistes, choatiques et autres. Nous avons donc de nombreuses salles qui nous ont été interdites, qui nous sont interdites, et puis en 2010, je crois, ou 2011, ouais, nous avions loué une salle qui est le siège de la société de navigation de la société fluviale de la Saône, le IAC, et je ne sais pas comment ils avaient fait pour tomber sur notre invitation, et cette année-là, nous avions comme invité Renoir, nous avions Rissen, et nous avions, comme chaque année, nous avons l'ami Jean Plantin. Donc ça avait quelque peu excité certains là, de la synagogue. Et une semaine avant le forum, de nuit, se sont introduits dans la salle et ils ont tout détruit. Ils ont déclenché un incendie qui a entièrement détruit la salle. On a eu pour 700 000 € de réparation, pour vous dire. Hein. Donc il a fallu trouver une salle en une semaine, parce que les gens sensés, les gens qui réfléchissent, eh bien, auraient reporté le forum. Ce qui se passe, c'est que moi je suis un petit peu bourrin, ceux qui me connaissent le savent. Je suis même assez bourrin. Et quand quelque chose a été décidé, il me semble qu'il faut s'y tenir. C'est une question de sérieux. Et puis pour montrer à nos adversaires que tous les coups qu'ils peuvent donner, même s'ils font mal, c'est une évidence. Hein. La guerre, il y a des blessures, il y a même des morts. Mais le principal, c'est de continuer et de se relever. Donc, de la même façon que pour les dissolutions, nous avions décidé de tenir le forum, et nous avons tenu le forum. Et l'équipe militante, sans qui rien ne serait possible, s'était mis à l'œuvre, à la tâche, c'est le cas de le dire, pour trouver une salle c'était en 10 jours. Voilà, c'est ce qui a été fait. C'était vraiment, ça relevait de la gageure. Et pour vous dire un petit peu que ces choses-là ont aussi une conséquence pour d'autres, parce que le samedi qui suivait la destruction de la salle, eh bien, devait se tenir un mariage. Donc imaginez pour les mariés de trouver, alors eux c'était en 3 ou 4 jours, de pouvoir trouver une salle pour que le mariage puisse se tenir. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là ne respectent rien ni personne, mais ça nous le savons très bien. Donc cette année encore, ce Forum de la Nation est rythmé par l'hystérie de ces gens-là, puisqu'il y a eu une campagne de la LICRA, je ne sais pas si vous avez vu, contre cette journée. Alors cette année, ils appellent ça le symposium, c'est mignon, antisémite, bien sûr. Parce que tout ce qui est contre eux, enfin tout ce qu'ils dénoncent, c'est antisémite, forcément. Enfin, la définition la plus commune de l'antisémitisme, c'est ceux que les juifs n'aiment pas. Vous critiquez l'humour d'Anina, antisémite, antisémite, comme dit Dieudonné. Antisémite, antisémite. Vous dites, bon, Léa Salamé, c'est pas l'esthétique, c'est pas ma beauté préférée. Antisémite, antisémite, antisémite. Donc, voilà, les Français nationalistes de l'œuvre française qui célèbrent la France. Antisémite, antisémite, ça, bon, donc là, c'est le symposium antisémite, bien sûr. Forcément, à Lyon. Donc, j'apprends, je suis multirécidiviste. Multirécidiviste dans le nationalisme, oui, mais en quoi je serais multirécidiviste? Donc, l'extrême droite antisémite de Jeunes Nations, dirigée par le multirécidiviste Yvan Benedetti,
organise le 16 mars un pseudo-colloque. Symposium, c'est même mieux que colloque, non, je ne crois pas. Je n'ai pas la définition du dictionnaire, mais là, ça devient un symposium qui devient un pseudo-colloque, dont le thème Révolution nationale était le programme politique du régime de Vichy. Ça, c'est vrai. Bien vu les gars. Nous lutterons par tous les moyens, y compris l'incendie, hein, ils l'ont déjà utilisé, y compris la barre de fer, hein, puisque vous savez qu'il y a 30 ans, le cortège de l'œuvre française Jeanne d'Arc a été attaqué à coups de barre de fer. J'ai été victime avec d'autres. Il y a notre ami Jean-Luc Vacherat, un historique de l'œuvre française, qui a fait... Combien tu as fait de jours d'hôpital pour ça? Quand on aime, on ne compte pas, oui. Bras cassés, crâne ouvert. Moi, j'ai eu que le crâne ouvert. Sur le plan physique, pas sur le plan militaire, À l'œuvre, il n'y a pas de bras cassés. C'est certain. C'est certain. Donc ça, c'était il y a 30 ans. Et la particularité de cette histoire, elle est intéressante parce qu'elle est actuelle. Non seulement, vous voyez, on sait quels sont les moyens qu'ils utilisent pour interdire ou pour essayer de nous faire taire. Donc il y a les incendies, il y a le vitriol, puisqu'ils ont vitriolé des militants nationalistes dans les années 70. Il y a un adhérent de Égalité et Réconciliation qui me rappelait que au spectacle de Dieudonné, c'était quelle année? 2004. En 2004, ils sont intervenus des balcons de la salle de spectacle, alors que Dieudonné était en train de jouer, pour balancer du vitriol en blessant une spectatrice. Hein. Donc ils ont utilisé l'acide. Et là, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, l'œuvre française, ils ont utilisé l'interdiction, Valls quand même, éternellement lié à Israël comme à sa femme. Il a largué sa femme, mais il n'a pas largué Israël, puisque vous avez vu qu'il assure ses arrières, étant donné qu'à Barcelone, ça se présente pas trop mal, pas trop bien son histoire. Il était là il y a 3 semaines, à Lyon, pour participer en tant que spectateur au match de balle au pied entre Lyon et Barcelone, mais avant d'aller au stade, il a manifesté place Bellecour, et il a participé à la manifestation contre l'antisémitisme, bien sûr, parce qu'il pratique le chantage à l'antisémitisme. Le jaune est couleur antisémite, paraît-il. Ça doit leur rappeler la couleur de certaines étoiles, il me semble, puisque la leur n'est pas jaune, elle est bleue. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Le jaune et le gilet jaune auraient un relent antisémite. Donc Valls était là pour manifester contre le prétendu antisémitisme. Et le lendemain, il était où? Il était à Paris. Il assure ses arrières, le gamin. Il était à Paris pour le dîner du CRIF, bien sûr. Il a rampé jusqu'à Paris, il a rampé jusqu'à... C'était où? C'était au Louvre cette année. C'était pour participer au repas du CRIF. Et puis le lendemain, il était sur une grande radio nationale, RTL, pour ne pas la nommer. Puis il s'est encore distingué, puisqu'il a dit si ça avait été moi, les manifestations des Gilets jaunes, je les aurais interdites tout de suite. Tout de suite. Rien un petit peu. Donc Valls quand même. Éternellement plus lié à Israël qu'à sa femme, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est un gars je vous reporte au livre de Ratier, qui a dénoncé le personnage, et qui m'avait dit à l'époque, le regretté Ratier, qui est décédé, qui m'avait dit, t'inquiète pas, il s'en est pris à l'œuvre française, on ne va plus le lâcher, quand il avait sorti le bouquin. Hein. Et dans cette agression contre l'œuvre française il y a 30 ans, eh bien, 3 militants de l'organisation juive de combat qui s'étaient constitués pour attaquer tous ceux qui ne les plaisaient pas. Ils avaient attaqué le colloque en hommage à Saint-Loup, où un participant avait été frappé à coups de marteau. Ils avaient attaqué la librairie roumaine, qui
qui distribuait des ouvrages d'histoire en rapport avec la Seconde Guerre mondiale et des livres qui ne leur convenaient pas. Ils avaient attaqué une permanence du Front National, celle de la permanence qu'ils avaient à l'époque dans Paris, rue Bernouilly. Ils avaient attaqué d'autres activités, dont là, à l'instant, je ne me souviens pas. Ce groupe était dirigé par un lieutenant de l'armée israélienne, Moshe Cohen. Alors, on risque d'avoir quelques nouvelles parce qu'on a été contacté par un journaliste qui fait un documentaire justement sur les militants sionistes qui se sont reconvertis, donc qui étaient membres. Il a retrouvé des membres de l'OJC, il a retrouvé entre autres Moshe Cohen, qui aujourd'hui sont dans les colonies en terre occupée, bien évidemment. Hein, et qui, après avoir cassé du facho, aujourd'hui casse du palestinien. Voilà, donc ils continuent, hein, ils ne se sont pas reconvertis, c'est juste le terrain de jeu qui change. Et donc, dans ce commando, au moment de l'attaque, 3 militants avaient été arrêtés. 2 frères, les frères Alouche, et un qui allait connaître une petite renommée, Habib Meir. Vous savez, Habib Meir, c'est le député israélien à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et donc Habib Meir avait été arrêté, on l'avait fait condamner. Il a été condamné de la prison avec sursis et de l'amende, et a payé tous les frais engagés par l'assurance maladie et les hôpitaux pour soigner justement ceux qui avaient été blessés. Il y a un sympathisant de l'œuvre qui est resté un peu dans le coma, je crois aussi 2 jours dans le coma. Hein, lui a fait beaucoup plus, je crois que ça se comptait pas en jours mais en semaines. Et bien évidemment, quand ils ont été condamnés, ils se sont tous enfuis où ? En Palestine occupée, bien sûr. Là-bas, ils sont intouchables. Jusqu'à ce qu'on aille les chercher là-bas, bien évidemment. Ce qui se fera. Ce qui se fera, bien évidemment, puisque cet État illégitime n'est pas viable. D'ailleurs, ils s'enferment dans des murs, donc psychologiquement, ils ne sont pas... Vous voyez, quand vous êtes sûr de vous-même, vous enfermez pas dans des murs, vous ne construisez pas des murs pour vous enfermer. Donc, Habib Meir s'est enfui et il est revenu. Je pense qu'il a dû attendre l'amnistie, non? À vérifier. Et aujourd'hui, donc il sévit et en permanence sur Twitter, je lui demande de rembourser l'argent, quoi. Voilà, parce qu'on a été dédommagé par le fonds des victimes du terrorisme. Donc c'est considéré comme un acte terroriste, hein, l'agression par le Bétard, qui se faisait appeler l'OJC, rebaptisé OJC pour l'occasion, dirigé par Moshe Cohen, et contre l'œuvre française. Voilà. Oui, parce qu'il fallait qu'il rembourse aussi le fonds des victimes du terrorisme. Alors, il y a la vie vous réserve. Pour les plus anciens qui ont roulé leur bosse, la vie réserve toujours des situations qui peuvent être assez cocasses, puisque, en l'occurrence, 30 ans après, j'ai été... j'ai fait une petite rencontre plutôt sympathique avec les Antifa le 1er décembre dans les manifestations des Gilets jaunes, et là encore, j'ai pris un coup sur le crâne et j'ai une cicatrice, donc à 30 ans de distance, qui est symétrique sur le crâne. Excusez-moi de parler de moi, mais bon, c'est assez... C'est un côté assez comique. C'est marrant, puisque j'ai 2 cicatrices qui sont symétriques. À 30 ans de distance, il y a celle du pétard et celle des Antifa, qui sont des militants de la même façon, qui servent le judaïsme politique. Donc je trouvais que c'était assez cocasse, donc je vous livre l'anecdote. Mais vous voyez que bon, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, disait Nietzsche. Eh bien, sur les
Caractère fragile, ce n'est pas le cas, parce qu'en général, la terreur, c'est efficace. La peur est une arme efficace. Et le courage aujourd'hui dans notre société sont rares, n'est-ce pas, Jean-Paul, dans le milieu révisionniste, et ceux qui mènent le combat de la vérité dans l'histoire et de la vérité tout court le savent très bien. C'est que souvent on est confronté à de la lâcheté, et beaucoup de lâcheté. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage au professeur Faurisson, qui nous a malheureusement quittés, en indiquant, pour ceux qui étaient là l'année dernière, que sa dernière réunion en France, elle s'est tenue ici à Lyon, non seulement à Lyon, dans cette même salle, l'année dernière. Nous avions le professeur Faurisson, ça a été sa dernière réunion en France, la réunion à laquelle il a participé, et puis ensuite il a participé à la réunion en Angleterre, dans sa ville de naissance, et il est mort le lendemain. Donc honneur au professeur Faurisson. Donc quand les caractères sont faibles, la répression est efficace. Quand vous avez des caractères forts, ça ne fait que renforcer l'engagement et le combat. Je prends pour exemple Pierre Sidos, dont on a tué, enfin, le père a été assassiné par les communistes parce qu'il avait servi le maréchal Pétain. Deux de ses frères sont morts au combat. Jean, qui est mort en 40 en défendant la France contre l'invasion allemande, et Jean s'était distingué au combat à tel point que les soldats allemands, quand ils ont investi la position qu'il tenait, eh bien, ont tenu à lui rendre les honneurs. Pour vous dire un petit peu, à l'époque, entre Européens, on savait ce qu'était, on avait le sens de l'honneur, hein, et on menait les guerres avec honneur. Ce dont les gens que j'ai dénoncés sont bien incapables d'avoir un minimum d'honneur. Il n'y a qu'à voir les guerres qu'ils mènent. Donc, je vais parler de Jean et puis de Henri, qui est mort sous le béret rouge en Algérie pour défendre une terre de cette grande France. Eh bien, Pierre Sidos, qui a 92 ans, qui fait le lien entre le nationalisme d'avant-guerre et le nationalisme d'après-guerre, est toujours présent, puisque vous voyez, assis au premier rang, ce qui ne m'étonne pas. Lui-même a connu de nombreuses dissolutions de mouvements, de très nombreuses dissolutions de mouvements, dont, juste une anecdote, la dissolution du Parti nationaliste, qui a été créé le 6 février 1959 et qui faisait suite au mouvement Jeune Nation, qui a été dissous en juillet 1958, lors du discours fondateur du parti nationaliste, pas français, parti nationaliste. Le 6 février 1959, Pierre Sidos, dans un discours dont on a un enregistrement, exigeait la séparation de la synagogue et de l'État. 1959. Le parti nationaliste a été interdit 5 jours après. Donc il a connu de nombreuses interdictions, de nombreux procès, de nombreuses années de prison, des agressions. Même, il a révélé tout récemment, il a été en 1944 torturé par les communistes, sauvé par la gendarmerie mobile d'une exécution. Ceux qui se faisaient appeler les résistants l'avaient collé contre un mur. Donc vous voyez, sur les caractères forts, la répression, eh bien, elle ne fait que accentuer l'engagement et renforcer encore ce tempérament et ce caractère. Et Pierre Sidos est un exemple. Pierre Sidos, pour ma part, est mon exemple vivant. Voilà, c'est pour ça que je tenais à lui rendre hommage, c'est important.
Donc voilà, une nouvelle fois, il faut interdire par tous les moyens ce symposium de néo-collabos. Donc vous voyez, c'est extrême droite, antisémite, multirécidiviste, tous les moyens, interdiction par tous les moyens, néo-collabos, qui, il y a quelques jours encore, allait fleurir la tombe de Robert Brasillac. Oui, bien sûr. Tous les 6 février, nous fleurissons la tombe de Robert Brasillac et celle de Maurice Bardèche depuis 21 ans maintenant, depuis la mort de Maurice Bardèche, puisqu'elle est en face. Vous savez, toute l'admiration et le respect et l'amour que Maurice Bardèche avait pour son beau-frère Robert Brasillac. Condamné à mort à la Libération, ce qu'ils appellent eux la Libération, parce que pour Pierre Sidos, la famille Pierre Sidos et tant d'autres, et Robert Brasillac, ça n'a pas été une libération mais un enfermement, hein, les meilleurs Français. D'ailleurs, il ne faut pas parler d'épuration. Épuration, c'est épurer, c'est rendre plus pur. Et ce que dans vos livres d'histoire, dans nos livres d'histoire, on appelle l'épuration, c'est en fait une tentative du communisme de prendre le pouvoir par les armes. Donc, alors, ils ont une citation qui est tronquée, qui est fausse, de Robert Brasillac, qu'il se refile là de journaliste en journaliste, de salopard en salopard. Il faut se séparer des juifs en bloc et ne pas garder les petits. Brasillac n'a jamais dit ça, c'était au moment où il fallait chasser où les Allemands voulaient récupérer les juifs étrangers qui étaient en France. Eh bien, Robert Brasillac, parmi d'autres, avait dit il ne faut pas séparer les familles. Hein, il faut simplement, il n'est pas question de séparer les familles, les parents d'un côté et les enfants de l'autre. Il faut garder les familles unies. D'ailleurs, ce que font pas les gens en place, parce que vous avez vu que là, ils ont récupéré des gamins en Syrie. Alors, ils nous disent orphelins, et quand vous lisez l'article, dans le détail, quand vous creusez un petit peu, il y a, je crois, sur les 5 enfants récupérés, il y a un orphelin, mais les autres enfants ont un des 2 parents qui est mort, mais ils ont un parent qui reste. Donc ils arrachent les enfants en Syrie d'un de leurs parents pour les récupérer. Donc ces gens-là sont des spécialistes de l'arrachement des enfants à leurs parents. Et c'est pas étonnant quand on sait que un des axes de leur combat, c'est la destruction de la famille. Avec l'avortement, avec l'euthanasie, avec le mariage dit pour tous, avec la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes et les couples de sodomites, avec le transgenre, avec le transhumanisme, etc., etc. Donc, juste pour faire un petit commentaire là sur le communiqué de la LICRA, il nous rappelle que Lyon est la capitale de la résistance, celle de René Lénaud, de Gilbert Dru, de Colonel Chambonnet, enfin ce qu'ils disent, de Jean Moulin, de Daniel Cordier, de Berthier Albrecht, de Lucie Raymond Aubrac et de tous les soutiens de la soumission à la haine et à la xénophobie. Donc je leur ai simplement rappelé qu'il y avait une dispute après-guerre entre Cordier et les époux Aubrac pour savoir qui avait vendu Jean Moulin à Klaus Barbie. Parce que Léon Moulin a été vendu à Klaus Barbie, donc Léo Aubrac disait c'est Cordier, et Cordier disait mais non, c'est Léo Aubrac. Il y a un livre qui a été, je crois qu'il y a eu des poursuites contre le livre. J'ai plus l'auteur en tête, Jean Plantin. Oui, et où il était indiqué que c'était les époux Aubrac qui avaient donné, et entre autres l'épouse Aubrac qui avait donné Jean Moulin à Klaus Barbie pour essayer de sortir son mari des geôles de la police allemande. Et que l'époux Aubrac a collaboré, là pour le coup, avec l'occupation allemande. Donc leurs références, elles sont bien relatées, quoi. C'est toujours le même mensonge, les mêmes conneries qui nous ressassent en permanence. Je leur ai fait dans un petit tweet en disant que les références à Aubrac, vous savez aujourd'hui que c'était Léo Aubrac qui avait donné Jean Moulin à Klaus Barbie. J'ai dit la Ligue caca.
fait un caca nerveux parce que nous organisons le Forum de la Nation. Je n'ai pas eu de réponse. Il y a Aziza, je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment, on ne l'entend plus, on ne le lit plus. Qu'est-ce qui se passe, Aziza? Il est en Israël ou quoi? Si vous avez des nouvelles d'Aziza, vous me les donnez, parce que... Alors lui, il fait beaucoup de bien. Moi, j'aimerais qu'il y ait 100 000 Aziza en France. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est une caricature, quoi. Donc c'est des gars comme Aziza qui font que le chantage à l'antisémitisme, qui nous servent en permanence, marche de moins en moins. Vous avez vu que le chantage à l'antisémitisme sur les Gilets jaunes, ça n'a pas marché du tout. Dans la manifestation contre le prétendu antisémitisme, il y avait Valls, quand même. Il y avait Valls, mais à part Valls, il y avait beaucoup de retraités de la communauté. Ouais, ils étaient entre eux, et puis comme toujours, ils ont réussi à se disputer, quoi. Bon, donc, ce chantage à l'antisémitisme qui marche de moins en moins, c'est parce que nous avons, heureusement, BHL aussi. BHL, quand il se poudre le nez, il est merveilleux, ce gars. Il suffit de laisser parler. On n'a même plus besoin de donner la parole à Hervé Rissel. Aziza, BHL, Attali, il nous en faudrait d'autres comme ça. Donc Aziza, je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il est en train d'essayer de coincer une journaliste en alternance à Public Sénat pour en faire son 4 heures. Peut-être que il est occupé ailleurs, enfin bon. Il faudrait qu'il se réveille un petit peu. Et donc, après c'est la grande mobilisation, donc ils appellent les défenseurs de l'universalisme a mené à Lyon la bataille intellectuelle, morale et militante afin de faire savoir à l'extrême droite qu'elle ne trouvera pas dans cette ville la tribune identitaire, raciste, antisémite qu'elle espère. Ça fait longtemps que Lyon est une tribune pour nous. Faut qu'il se réveille. Jean Moulin est mort et bien enterré. Donc, je vous prie, je peux pas m'excuser, maître, d'avoir été aussi long dans cette introduction. Et je vous souhaite encore la bienvenue. Je vous encourage à venir participer au procès que nous font le système, parce que c'est très instructif et c'est très formateur aussi du point de vue politique. Alors quand on peut rentrer dans les salles qui sont souvent petites, et c'est un fait exprès, c'est très très formateur de savoir comment fonctionnent nos ennemis, et comment fonctionne son bras répressif, qui est un des plus efficaces. Entre autres, les procès devant la 17e chambre correctionnelle sont toujours très instructifs. Donc quand vous avez connaissance de procès, déjà allez soutenir celui qui passe sous la guillotine judiciaire, parce que c'est comme la 17e chambre correctionnelle, c'est comme un distributeur de condamnation. Vous êtes certain d'être condamné, la seule surprise c'est de savoir à combien vous allez être condamné. Mais ça tombe comme un gravelotte. Dernièrement, j'avais raté un rendez-vous judiciaire, justement. En fait, les avocats de la partie adverse m'accusaient d'essayer de ralentir le cours de la justice. Et en fait, l'agenda judiciaire était tellement rempli, c'est ce que j'ai dit au président. Madame le Président, pas Madame la Présidente bien sûr, Madame le Président, vous savez, l'agenda judiciaire est tellement rempli que je me suis pris les pieds dans le tapis, quoi. J'avais oublié le rendez-vous, je vous prie de m'excuser, c'est comme un rendez-vous galant. Et quand ils sont nombreux et remplis, de temps en temps, on rate le rendez-vous, quoi. C'est pour vous dire donc, que le dossier répressif est bien chargé, mais il ne faut pas avoir un état d'esprit de celui qui sait qu'il va être condamné, parce que si vous vous concentrez sur le combat judiciaire, eh bien vous en oubliez le combat premier, parce que le combat judiciaire est la conséquence du combat premier. C'est parce que nous nous battons pour établir la France et pour détruire les ennemis qui veulent, les ennemis de notre civilisation, les ennemis de notre pays,
que nous sommes poursuivis et condamnés. Donc, pour ne pas oublier l'objectif premier, c'est de maintenir le combat sur la ligne de front, eh bien, vous avez des associations comme le Clan, et on aura l'occasion d'en reparler, qui est une association qui est présente aujourd'hui, qui est le comité de liaison et d'action nationaliste, qui soutiennent justement ceux des nationalistes qui sont poursuivis. Et je tiens à les remercier. Donc dans l'association, il y a le pilier, c'est-à-dire Maître Bono. Et puis nos deux amis, vous savez, les communistes parlaient toujours des frères Sidos. Les frères Sidos, sans jamais indiquer quels étaient ces frères Sidos. Mais dans le nationalisme aujourd'hui, il y a les frères Helvèque, Thomas et Vincent, qui ont bien voulu reprendre et animer le comité des liaisons et d'action nationaliste, et je les en remercie, d'autant plus qu'ils sont sur tous les fronts. Voilà, merci à eux. Je vous rappelle que pour célébrer la mémoire du maréchal Pétain et pour rappeler chaque année ce serment de l'île-Dieu que nous renouvelons annuellement, d'obtenir le transfert des cendres du maréchal à Douaumont selon ses dernières volontés, nous organisons donc un pèlerinage sur sa tombe à l'île-Dieu tous les 23 juillet. Et cette année, il ne dérogera pas à la règle. Donc si vous voulez participer à cette commémoration, qui est une commémoration du souvenir et aussi une commémoration politique, puisque à travers le maréchal, la condamnation du maréchal, condamnation à mort, puis cet exil à l'île-Dieu au fort de la Pierre-Levée, où il a subi le traitement le plus inhumain. Il lui était interdit de se rendre sur les hauteurs de la citadelle pour observer la mer. Son gardien a été changé régulièrement pour qu'il ne puisse pas exister, ne peut pas créer de lien avec, d'intimité avec ses gardiens. Eh bien, c'est important de défendre l'héritage politique du maréchal, parce que c'est pour cela qu'ils l'ont fait ce traitement odieux. C'est à cause de sa politique, et que c'est la dernière fois sous le maréchal qu'il y a eu une politique alternative au système hérité de 1789 et dont ces républiques 1, 2, 3, 4, 5 sont les représentants, et vous savez très bien que la devise de leur république, liberté, égalité, fraternité, est la devise de la franc-maçonnerie. Et le maréchal avait substitué à ces fausses abstractions philosophiques que sont la prétendue liberté, égalité et fidélité, la devise de Saint-Éloi, qui est une devise de bon sens, qui est une devise qui résume les lois naturelles, travail, famille, patrie, et notre ami François Verret nous dira quelques mots à ce sujet tout à l'heure. Ensuite, mois de mars, il y a le 30 mars, la troisième journée du pays réel, organisée par Civitas, Escada, puisque je sais que certains qui sont présents ici se tiendront un stand et même prendront la parole. Au mois d'avril, il y a le 20 et 21 avril un déplacement que nous faisons pour un grand congrès des mouvements nationalistes en Europe à Sofia. Pour ceux qui veulent venir avec nous, c'est une occasion de faire la connaissance avec des camarades de mouvements nationalistes polonais, hongrois, suédois, norvégiens avec Nordfront, allemands avec Die Recht, oui, qui est une scission de la NDP qui comme le Front National, a voulu dédiaboliser. Et d'autres mouvements encore, je regarde l'ami Pierre-Marie Bonneau, mais bon, peu importe. Si vous voulez faire le déplacement, alors l'avantage de la Bulgarie et de Sofia, c'est que c'est encore pas trop cher. Voilà, alors 20-21 avril. Ensuite, nous avons donc le 7 mai, je m'excuse de faire de la publicité pour une affaire me concernant, mais le 7 mai, il y a mon procès pour maintien et reconstitution de Ligue dissoute. 16 mai, 7h, 7 mai, 4 plus 3, 7 mai,
aux 24 colonnes au tribunal d'appel dans le Vieux-Lyon. Et ensuite, nous aurons, très important, le 11 et 12 mai. Alors le 11 mai, c'est le Forum de l'Europe. Nous invitons de nombreux représentants de mouvements nationalistes en Europe. Et le lendemain, c'est la fête traditionnelle de Jeanne d'Arc, où nous participerons, je pense, tous, et d'ailleurs unis, nous verrons selon quelle modalité, ce jour-là, sachant que c'est une date très importante, la fête de Jeanne d'Arc. Voilà. Petit rappel aussi, il y a le camp Jeunes Nations, comme chaque année, c'est la semaine du 14 juillet, alors que je crois que le 14 juillet tombe un dimanche, donc ça sera du 7 au 14 juillet, le camp Jeunes Nations, ouvert à tous, quel que soit l'âge, le sexe et le niveau physique. Et puis, le 23 juillet, déplacement, 22 et 23 juillet sur l'île-Dieu pour honorer le maréchal Pétain sur sa tombe, honorer le serment annuel de l'île-Dieu. On conclura sur ces mots-là, qui sont revenus dans la bouche de plusieurs orateurs aujourd'hui, c'est que nous avons un héritage qui est riche, et que cet héritage nous a été volé et que nous devons œuvrer ensemble pour sauver et récupérer cet héritage qui est un des plus beaux et qui est fondateur d'une civilisation des plus belles. Voilà la tâche à laquelle nous nous attelons. Je vous remercie. Merci beaucoup.